Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous en faites pour vos enfants adultes, plus le silence se fait autour de vous? C'est un paradoxe silencieux de la vie de famille en Europe. Nous portons des sacs, préparons des festins, conduisons, payons, organisons. Et un jour, nous réalisons que notre sollicitude n'a pas créé de proximité, mais une distance invisible. Dans les visages, nous ne voyons pas de désintérêt, mais de l'habitude. Un aimable « merci » viendra bien, pensons-nous, peut-être demain. Pourtant, demain devient des semaines, des années, une sorte de normalité où ce qui était autrefois un grand geste passe aujourd'hui presque inaperçu. En même temps, nous nous demandons si nous sommes devenus durs en nous avouant cela. Sommes-nous égoïstes si nous souhaitons que quelqu'un remarque à quel point nous nous efforçons? Dans cette série, nous parlons d'une approche immédiatement applicable, sans conférence familiale dramatique, sans accusation, sans grands mots. Une approche qui consiste en de petites décisions cohérentes qui éveillent le respect, permettent la proximité et surtout vous ramènent la paix intérieure. Il ne s'agit pas d'aimer moins, il s'agit d'aimer différemment, plus attentivement, plus clairement, avec des limites qui ne séparent pas, mais soutiennent, avec des mots qui ne contrôlent pas, mais invitent, avec des gestes qui n'obligent pas, mais honorent, et avec une estime de soi qui n'a plus besoin de s'épuiser au service de l'autre pour être vu. Peut-être vous reconnaissez-vous dans une scène, les fêtes, une maison pleine. Vous êtes au fourneau depuis l'aube, et quand la dernière assiette est lavée, le dernier train est déjà parti. Ou au quotidien, un appel spontané pour savoir si vous pourriez dépanner, juste un instant, comme d'habitude. Vous acceptez, comme d'habitude. Sur le chemin du retour, cette petite piqûre vous accompagne. Pas amère, mais tenace. Pourquoi donner semble-t-il parfois si vide? Pourquoi une fatigue nous envahit-elle, alors que nous faisons précisément ce qu'on nous a enseigné toute une vie comme une vertu? La réponse est à la fois inconfortable et libératrice. L'amour sans limite perd sa forme. Il coule dans chaque interstice, mélange les responsabilités, occulte l'autonomie et finit par devenir invisible. Ce que nous voulons bien faire est parfois perçu comme du contrôle. Ce que nous planifions comme de l'aide, l'autre le vit comme une indication qu'il ne peut pas y arriver seul. C'est ainsi que se créent des schémas que personne n'a consciemment choisis. Nous donnons pour créer de la proximité. L'autre prend pour éviter les conflits. Les deux ressentent une légère étrangeté. Cette dynamique n'est pas le destin. Elle est modifiable. Dans les prochaines parties, nous présenterons 3 principes fondamentaux qui peuvent agir immédiatement. Premièrement, ne pas donner sans être sollicité. Deuxièmement, fixer des limites aimables et claires. Troisièmement, prendre soin de sa propre vie de manière visible. Vous entendrez également une histoire quotidienne européenne avant-après. Examinerez les conséquences psychologiques si nous continuons à agir mal mais correctement et recevrez une routine simple de 24 à 72 heures que vous pourrez essayer dès cette semaine. Pas de théorie à mettre de côté, mais des phrases à prononcer, des pas à faire. Nous parlerons d'amour en attente au lieu d'aide intrusive. Du petit mot puissant « non » dans un emballage chaleureux, d'une gratitude que l'on ne demande pas, mais que l'on rend possible. Avant de commencer, je vous invite à faire une courte pause. Pensez à une situation où vous avez récemment aidé, comme d'habitude. Que se serait-il passé si vous aviez attendu 2 minutes de plus, posé une question ouverte ou pris au sérieux un de vos propres rendez-vous? Quelle réaction cela aurait-il déclenché chez l'autre et en vous?
Parfois, ce ne sont pas de grands bouleversements, mais de subtils décalages qui réorientent une relation. Une phrase qui ne tourne le volant que de quelques degrés, mais qui change la route. La promesse de ce voyage est modeste et réaliste. Moins de dissonance, plus de respect, moins de sens du devoir, plus de volontariat, moins d'épuisement, plus de paix. Pas du jour au lendemain, pas sans revers, mais de manière perceptible. Si vous le souhaitez, notez dès aujourd'hui un petit mot d'attente à portée de main lorsqu'une demande spontanée se présente. Et demandez-vous, que désirais-je réellement? Une vraie proximité ou juste le calme dans le système? Ai-je le droit de m'autoriser les deux? Je serais ravi si vous restez, réfléchissez, contredisez, complétez, et je vous invite à partager votre propre expérience. Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois que votre plus n'arrivait pas à l'autre? Qu'est-ce qui manquait alors? Un mot clair? Un projet personnel? Un moment d'hésitation? Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi ce sujet est si pressant dans les familles européennes, quels malentendus façonnent nos rôles générationnels et comment les démêler respectueusement. Pourquoi ce sujet est-il si brûlant, notamment pour les familles européennes? Parce qu'au cours des dernières décennies, les rôles entre les générations ont considérablement évolué. Dans de nombreux pays de l'UE, que ce soit en Allemagne, en France ou en Italie, l'autonomie est une valeur primordiale. Les enfants quittent tôt la maison pour leurs études ou leur travail dans d'autres villes. Les partenaires apportent leur propre conception de la famille et l'équilibre entre proximité et distance est renégocié. Ce qui était autrefois une évidence, que les parents constituaient le centre de la vie familiale tout au long de leur existence, ne correspond souvent plus au rythme de la vie quotidienne moderne. Travail, garde d'enfants, loisirs, chaque génération se bat pour trouver son propre ordre. De nombreux parents de la génération des baby-boomers ressentent cela comme une rupture douloureuse. Ils ont appris que l'amour se prouve par le sacrifice et le dévouement. Mais leurs enfants adultes, marqués par l'individualisme et la mobilité sociale, comprennent l'affection différemment, moins comme une aide constante, plus comme une reconnaissance mutuelle. Cela conduit à des malentendus. Une grand-mère, qui apporte plusieurs repas chaque semaine, le fait avec le cœur. Mais la belle-fille, qui a déjà son propre concept nutritionnel, ressent cela comme une ingérence. Un père qui donne généreusement de l'argent veut soutenir. Mais le fils adulte se sent traité comme un enfant, incapable de financer sa propre vie. Surtout dans une société européenne qui met l'accent sur l'autonomie et l'indépendance, une sollicitude excessive se heurte rapidement à la résistance. Cela ne signifie pas que les enfants n'apprécient pas leurs parents. Cela signifie qu'ils vivent dans un autre système de valeurs où l'autodétermination prime. Des études psychologiques montrent à maintes reprises la gratitude grandit là où donner est perçu comme un choix, non comme une obligation. Et le respect naît là où les limites sont visibles et reconnues. Lorsque les parents donnent plus que les enfants ne veulent recevoir, l'amour se transforme imperceptiblement en fardeau. Imaginez, vous rendez visite à votre fille un dimanche matin. Vous apportez des gâteaux, avez rempli le réfrigérateur et même déjà mis la machine à laver en marche alors qu'elle est encore assise dans le salon. Dans votre cœur, c'est de l'attention. Dans ses yeux, cependant, résonne une pensée. Ne me fait-elle pas confiance pour y arriver seule? Le malentendu ne vient pas d'un manque d'amour, mais d'un choc entre deux perspectives. Dans l'une, l'amour égale l'engagement. Dans l'autre, l'amour égale la confiance. C'est précisément pourquoi il est si crucial de parler de ce sujet.
il ne s'agit pas de culpabilité, mais de clarté. De comprendre que chaque génération a ses propres besoins. Que ce n'est pas une trahison si les enfants veulent vivre plus indépendamment. Et que ce n'est pas de l'égoïsme si les parents fixent leurs propres limites. Au contraire, les deux sont des signes de maturité. Dans une société européenne fortement marquée par l'autodétermination, cet équilibre est la clé d'une culture familiale saine. Demandez-vous, quand ai-je interféré pour la dernière fois sans être sollicité? Et quand ai-je senti que mon enfant souriait, mais soupirait intérieurement? Dans la prochaine partie, nous parlerons du premier principe qui peut briser ces schémas. L'attente. Ne pas intervenir immédiatement, mais laisser de l'espace. Un petit pas, et pourtant le début d'un grand changement. Le premier principe semble à première vue presque passif. Ne pas donner sans être sollicité. Pourtant, c'est précisément dans cette retenue que réside la force. Beaucoup de parents ressentent l'impulsion d'aider immédiatement dès qu'ils voient que quelque chose ne va pas. Un regard fatigué du fils suffit, et nous proposons déjà de le remplacer. Une voix légèrement épuisée de la fille à nos téléphones, et nous préparons déjà le sac. Mais ce qui est censé être de la sollicitude est souvent perçu par les adultes comme un doute sur leur capacité à gérer leur propre vie. Dans les familles européennes, où l'indépendance est si précieuse, cette impulsion peut produire l'exact opposé de ce qui était souhaité. Un exemple concret, imaginez que vos enfants organisent la fête de Noël. Auparavant, vous vous occupiez de tout, menu, cadeaux, déroulement. Cette fois, ils veulent s'en charger eux-mêmes. Vous remarquez que certaines choses semblent improvisées, que la nourriture pourrait peut-être manquer. Le vieux réflexe serait d'intervenir immédiatement. J'apporte encore 3 gâteaux et une caisse de vin. Mais que se passe-t-il si vous attendez à la place? Les enfants rencontreront peut-être de petits pépins. Mais ce sont précisément ces expériences qui leur permettent d'assumer des responsabilités et de vous faire gagner du respect. Vous leur montrez que vous leur faites confiance pour être hôtes eux-mêmes. Attendre n'est pas une inactivité. C'est une forme de confiance. Confiance que l'autre peut maîtriser sa propre tâche. Confiance que les relations ne grandissent pas par le contrôle, mais par la reconnaissance. Et confiance que la proximité ne naît pas d'une présence constante, mais du sentiment. Tu me considères comme ton égal. Les enfants adultes perçoivent très finement de tels signaux. S'ils remarquent que les parents n'interviennent pas immédiatement, ils se sentent pris au sérieux. Souvent, c'est précisément ce qui les pousse à aller vers leurs parents d'eux-mêmes, à demander conseil ou à solliciter un soutien. La dynamique change alors. D'une obligation unilatérale, cela devient un échange volontaire. Pour que vous puissiez appliquer ce principe concrètement, une simple phrase que vous pouvez vous préparer intérieurement est utile. Au lieu de vous lancer immédiatement, dites d'un ton calme « Je suis là si vous avez besoin de moi ». Dites-le-moi simplement. Cette phrase agit comme une porte ouverte. Elle vous libère de la pression d'être constamment actif et donne aux enfants la liberté de décider eux-mêmes quand ils franchiront cette porte. Il est étonnant de voir à quelle vitesse une nouvelle légèreté s'installe dans les conversations et les rencontres. Peut-être cela semble-t-il inhabituel, voire risqué, de retenir son aide. Mais considérez ceci, toute pause n'est pas de l'indifférence. Parfois, c'est la forme de respect la plus précieuse. Demandez-vous, quand ai-je attendu pour la dernière fois au lieu d'agir immédiatement? Et comment ma relation pourrait-elle changer
si j'intégrais plus souvent cette petite attente. Dans la prochaine partie, nous verrons à quel point il est important de communiquer les limites clairement et amicalement. Une deuxième étape qui renforce à la fois la proximité et le respect. Le deuxième principe est le suivant. Communiquer les limites avec bienveillance, mais clarté. Beaucoup de parents perçoivent le mot « non » comme froid ou dénué d'amour, surtout lorsqu'il s'agit de leurs propres enfants. Pourtant, en vérité, un « non » posé avec amour est un pont, pas un mur. Il montre « j'ai ma propre vie, mes propres besoins, et je te fais confiance pour pouvoir les respecter ». Surtout dans les sociétés européennes, où la liberté personnelle et l'autodétermination sont très appréciées, ce non clair n'est pas un affront, mais un signe de maturité. Pensons à une situation typique. Le fils appelle et demande si la grand-mère pourrait garder les petits-enfants ce week-end. Auparavant, la réponse aurait été réflexe. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Mais ces acceptations constantes envoient inconsciemment le message « Mon temps est moins important que le tien ». Que se passe-t-il si, au lieu de cela, vous répondez « Samedi, j'ai mes propres projets. Peut-être pouvons-nous trouver un autre jour ?» Avec cette phrase, vous montrez deux choses. Premièrement, que vous prenez votre propre vie au sérieux. Deuxièmement, que vous êtes prêt à chercher une solution qui convienne aux deux parties. Ce n'est pas un rejet, mais une communication de partenariat. Des observations psychologiques issues de diverses études européennes montrent que les gens acceptent que plus facilement les limites lorsqu'elles sont exprimées sur un ton chaleureux. Un « non » amical et calme conduit plus souvent au respect et, à long terme, même à plus de considération. Les enfants commencent à demander plus tôt, à coordonner les rendez-vous, à prendre en compte votre situation. Le mot clair change le schéma. D'un « maman s'en occupe » qui allait de soi, cela devient imprudent. Tu penses que ça te convient? C'est précisément là que naît le respect. Une phrase que vous pouvez utiliser dans ces moments est « Samedi, j'ai mes propres projets. Trouvons une autre date. » Elle combine clarté et coopération. Elle protège votre liberté sans peser sur la relation. Et elle transmet en même temps le message. Je ne suis pas toujours disponible, mais je suis là pour toi, en principe, à des moments qui me conviennent aussi. Demandez-vous, quand ai-je prononcé pour la dernière fois un « non » qui n'était pas dur, mais aimant? Et comment a-t-il été reçu? Peut-être avez-vous même constaté que votre enfant est devenu plus respectueux par la suite. Dans la prochaine partie, nous parlerons du troisième principe qui complète tout cela. Prendre soin activement de sa propre vie. Une pratique qui non seulement vous apporte une nouvelle joie, mais aussi change durablement la façon dont vos enfants vous perçoivent. Le troisième principe est le suivant. Cultiver sa propre vie. Beaucoup de parents relèguent leurs propres désirs au second plan dès que les enfants entrent en jeu et maintiennent ce rythme jusqu'à un âge avancé. Pendant des décennies, les jours tournent autour des besoins de la famille, de l'approvisionnement, de l'organisation, du soutien. Mais c'est précisément là que réside l'une des plus grandes sources de déception. Celui qui s'oublie finit par être considéré comme acquis par les autres. Une vie autodéterminée, en revanche, signale « Mon temps est précieux, mes intérêts comptent et je prends plaisir à des choses qui m'appartiennent exclusivement. » Imaginez l'image du masque à oxygène dans l'avion. Il faut d'abord s'aider soi-même pour ensuite pouvoir aider les autres. Cette métaphore touche au cœur du sujet, celui qui cultive ses propres sources d'énergie, que ce soit la peinture, le jardinage, la musique
ou les rencontres avec de vieux amis paraît vivant, épanoui, intéressant. Et c'est précisément ce qui change la perception des enfants. Soudain, ils ne voient plus seulement la mère aidante ou le père qui dépanne, mais une personnalité autonome qui mérite le respect. Au lieu de supposer tacitement que vous donnez tout, ils commencent à demander « Maman, comment s'est passé ton cours ?» ou « Papa, qu'as-tu vécu aujourd'hui ?» Un exemple de la vie quotidienne européenne. Une femme d'une soixantaine d'années, après des décennies sans loisirs, s'est inscrite à un cours d'aquarelle au centre culturel local. Au début, la famille était irritée. Pourquoi investir son temps et son argent dans une telle chose? Mais bientôt, l'ambiance a changé. Les petits-enfants lui ont demandé de peindre de petits hauts tableaux. Le gendre a encadré une œuvre pour son bureau. Et la fille a dit « J'espère être aussi active à ton âge ». Ce qui a commencé comme un plaisir privé est devenu une occasion de reconnaissance et de fierté pour toute la famille. Pour que vous puissiez appliquer ce principe concrètement, une petite phrase claire suffit. Si vos enfants vous demandent « Peux-tu passer mercredi ?» Répondez avec assurance « Mercredi est mon jour de peinture. Après, je serai ravi de t'appeler. » Cette phrase est aimable, mais elle envoie un signal. Votre vie est riche et autonome. Et c'est précisément cette attitude qui éveille le respect. Demandez-vous, quelle activité ai-je en tête depuis longtemps, mais que j'ai toujours repoussée? Quelle passion attend d'être redécouverte? Et comment ma famille réagirait-elle si elle réalisait que ma vie ne consiste pas seulement à aider, mais aussi à s'épanouir? Dans la prochaine partie, nous examinerons une histoire qui montre à quel point la dynamique peut changer radicalement lorsque les parents appliquent ces 3 principes. Un avant et après, qui donne du courage. Examinons maintenant une histoire qui illustre à quel point les relations peuvent changer lorsque ces 3 principes sont appliqués. Une mère d'une soixantaine d'années, appelons-la Madame Anna, avait toute sa vie fait tout pour ses enfants. Elle organisait seule les fêtes, cuisinait pour 20 personnes sans aide et même s'occupait de petites réparations pour ne déranger personne. Pour elle, c'était de l'amour. Mais ses enfants adultes et leurs partenaires ont fini par trouver cela étouffant. Derrière des portes closes, elle entendait des phrases comme « Maman est pleine de bonnes intentions, mais c'est trop pour nous ». Ces mots la touchaient profondément, car elle n'avait voulu que donner. Un jour, Anna décida de changer quelque chose. Elle se souvint du conseil d'une amie. « Attends qu'on te le demande. Dis non parfois. Et n'oublie pas de vivre ta propre vie. » Ce fut difficile pour elle, mais elle commença. Lorsque la famille planifia la prochaine grande réunion en été, elle ne dit pas immédiatement « Venez tous chez moi, je ferai tout comme d'habitude. » Au lieu de cela, elle demanda calmement « Comment voulez-vous organiser cela cette fois-ci » Les enfants furent surpris, voire un peu désemparés. Finalement, la fille aînée prit en charge la planification. Anna se contenta d'offrir « Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir. » Rien de plus. Le jour de la rencontre, Anna était inhabituellement sereine. Elle apporta un gâteau fait maison, s'assit à table et vécut quelque chose de totalement nouveau. Les enfants se partagèrent les tâches, les belles filles riaient ensemble dans la cuisine, les fils mettaient bas la table. Quand Anna se leva pour aider, sa fille dit « Maman, assieds-toi, nous voulons qu'aujourd'hui tu sois juste une invitée. » À ce moment-là, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle avait lâché prise,
et en retour, elle n'avait pas reçu moins, mais plus d'affection. Après cette expérience, la dynamique changea durablement. Les enfants commencèrent à demander plus souvent des nouvelles de leur mère d'eux-mêmes. Les petites attentions, qui auparavant semblaient aller de soi, prirent de l'importance. Un appel, une invitation, un petit geste. Anna les percevait plus consciemment et les enfants les donnaient avec une joie sincère. La relation devint plus légère, plus respectueuse, plus équilibrée. Anna elle-même trouva une nouvelle énergie, rejoignit un cercle littéraire, recommença à peindre, et ses enfants admirèrent cette nouvelle facette d'elle. Soudain, on disait « Notre maman est vraiment active, elle nous inspire ». Cette histoire avant-après montre, quand les parents apprennent à attendre, à fixer des limites avec amour et à cultiver leur propre vie, les relations se transforment. Pas du jour au lendemain, mais de manière perceptible. Le schéma du devoir et du ressentiment silencieux cède la place à une culture de respect mutuel. Vous êtes-vous déjà imaginé comment votre famille réagirait si vous osiez un changement similaire? Dans la prochaine partie, nous examinerons les conséquences de ne pas changer ces schémas, les coûts psychologiques et émotionnels supportés par les parents et les enfants. Mais que se passe-t-il si nous ne brisons pas ces schémas? Si nous continuons à tout donner sans être sollicités, en espérant que la gratitude grandira d'elle-même, alors l'amour se transforme lentement en un fardeau pour les deux parties. Les parents se sentent de plus en plus exploités, même si les enfants n'ont jamais eu cette intention. Un sentiment de déception inexprimée se répand. J'ai tant fait, et pourtant je ne suis pas vu. En même temps, les enfants adultes se sentent inconsciemment rabaissés. Ils entendent derrière les gestes le message « Tu ne peux pas y arriver seul ». Et c'est précisément ce sentiment qui les pousse à chercher la distance. En psychologie, on parle dans ce contexte d'adaptation hédonique. Lorsqu'une action est constamment répétée, elle perd de sa particularité. Un festin qui impressionne profondément une fois par an n'a plus rien de spécial s'il est servi tous les mois. Ainsi, l'extraordinaire devient ordinaire, et le cœur du donneur commence à souffrir. À cela s'ajoute un autre mécanisme. Une sollicitude excessive peut affaiblir l'efficacité personnelle des enfants. Si les parents s'occupent de tout, les enfants apprennent moins à trouver leurs propres solutions. Ils tombent dans une dépendance silencieuse qui les embarrasse. Et de la honte naît la défense. Des commentaires comme « Cela ne correspond pas à notre style » ou « Nous y arriverons » sont souvent des réactions de protection. Ce schéma a également des conséquences sur l'expérience intérieure des parents. Celui qui se met toujours en retrait risque de perdre sa propre identité. Au lieu d'être perçu comme une personne autonome, il est réduit à une main secourable. Cela ronge l'estime de soi et conduit souvent à des pensées amères. De la déception naît le ressentiment, du ressentiment le silence, du silence la solitude. Et plus ce schéma perdure, plus il est difficile de trouver une issue. C'est comme si l'on encombrait une maison avec toujours plus de meubles. À un moment donné, il n'y a plus de place pour respirer. Demandez-vous, est-ce que je veux vraiment que ma relation avec mes enfants soit basée sur ce fardeau? Ou est-ce que je souhaite une connexion qui vive du respect et de la réciprocité? C'est précisément de cela qu'il s'agit. Celui qui ne change pas la dynamique risque non seulement sa propre satisfaction, mais aussi la vitalité de la famille. Car l'amour sans respect est vite ignoré. Dans la prochaine partie, nous nous tournerons donc vers les étapes concrètes que vous pouvez mettre en œuvre
dès les prochaines 24 à 72 heures pour briser le schéma et créer une nouvelle clarté. Comment pouvez-vous concrètement faire un premier pas dans les prochains jours? La théorie seule ne change pas une relation, mais de petites actions peuvent avoir un effet étonnant. La première étape est ne pas accepter immédiatement. Si votre enfant demande spontanément « Peux-tu garder les petits-enfants demain ?» Alors respirez, comptez jusqu'à 3 intérieurement et répondez « Laisse-moi vérifier rapidement si cela me convient. » Cette petite pause vous donne du temps et signale en même temps « Votre temps est précieux. Vous vérifiez consciemment avant de dire oui. » La deuxième étape, rendre visible un de vos propres rendez-vous. Inscrivez consciemment une activité qui vous est propre, que ce soit une promenade, un cours ou une rencontre avec des amis. Si une demande arrive, vous pourrez dire honnêtement « J'ai déjà quelque chose de prévu ». Même si ce n'est qu'une promenade, c'est votre temps et cela mérite le respect. Troisièmement, exprimez un message en « je ». Au lieu de faire des reproches, vous ne pensez jamais à moi. Formulez vos sentiments clairement et doucement. Je suis heureux, de sentir que vous appréciez consciemment mon aide. De tels mots ouvrent les cœurs sans créer de culpabilité. Quatrièmement, valorisez les petits gestes. Si votre fils vous appelle ou si votre fille apporte un pain, prenez un instant et dites « Merci, cela compte beaucoup pour moi ». Vous verrez la surprise des enfants et comment cette gratitude crée une nouvelle culture dans votre famille. Et enfin, cinquièmement, préparez une phrase d'attente. Cela peut ressembler à ceci. « Je suis là si vous avez besoin de moi. Faites-le-moi simplement savoir. » Cette phrase enlève la pression et montre en même temps votre disponibilité. Elle empêche l'aide d'agir comme un contrôle et laisse à vos enfants l'espace de demander eux-mêmes de l'aide. Vous pouvez pratiquer ces 5 étapes au cours des prochaines 24 à 72 heures sans bouleverser votre vie. Elles sont suffisamment petites pour être réalisables et suffisamment puissantes pour envoyer un signal. Demandez-vous, laquelle de ces étapes puis-je essayer dès aujourd'hui? Dans la prochaine partie, nous résumerons à nouveau les 3 points clés de manière compacte et claire afin que vous les ayez toujours à portée de main. Si nous condensons les expériences et les principes de ce chemin, 3 messages clairs demeurent. Le premier est le suivant. Cessez de donner sans être sollicité. L'amour n'est pas synonyme d'action constante, mais se manifeste aussi en laissant de l'espace à l'autre. En attendant qu'une demande soit formulée, vous transformez votre aide d'une évidence en un cadeau qui est consciemment accepté. Le deuxième message, fixez des limites avec chaleur. Un « non » clair prononcé d'un ton amical préserve votre énergie sans affaiblir le lien. Il rappelle que les relations ne sont durables que si les 2 parties reconnaissent leurs besoins. Dans ce « non » ne réside pas une rupture, mais une offre d'égalité. Le troisième message, cultivez votre propre vie. Une personne qui prend soin d'elle-même est respectée par les autres. Les loisirs, les rencontres, les petits des rituels, tout cela rend visible que votre existence est riche et autonome. Cette estime de soi attire automatiquement le respect, même de la part de vos propres enfants. On peut comprendre ces 3 points comme une balance. D'un côté, le fait de donner, de l'autre, le fait de recevoir. Ce n'est que lorsque les 2 côtés sont en équilibre que naissent le respect, la gratitude et la proximité. Si un côté devient trop lourd, la balance penche et le poids pèse sur la relation. Avec les 3 étapes, vous la remettez d'aplomb. Demandez-vous,
Lequel de ces 3 messages touche le plus fortement ma vie actuelle? Par où voudrais-je commencer immédiatement? Dans la dernière partie, nous transformerons ces réflexions en un message de conclusion inspirant et réfléchirons à la manière dont vous pouvez suivre ce chemin non pas seul, mais avec une communauté de personnes qui partagent dans ma cœur des expériences similaires. Au terme de ce chemin, il n'y a pas de théorie compliquée, mais une vérité simple. La vraie proximité grandit là où l'attention et la liberté sont en équilibre. Les parents qui ont appris à attendre, à fixer des limites avec bienveillance et à cultiver leur propre vie, ne donnent pas moins à leurs enfants, mais plus. Plus de confiance, plus de respect, plus d'espace pour assumer eux-mêmes leurs responsabilités. Et ils reçoivent en retour ce qu'ils désirent le plus. Une relation basée sur la reconnaissance et non sur l'habitude. Peut-être sentez-vous qu'il faut du courage pour franchir ces étapes. Mais considérez ceci, chaque petit changement crée une nouvelle résonance. Le premier « non » prononcé avec gentillesse peut devenir le début d'un nouveau respect. Le premier hobby que vous vous accordez peut devenir une source d'inspiration pour vos enfants. Et la première fois que vous attendez consciemment, cela peut être le moment où votre fils ou votre fille vient vers vous de lui-même. Ces changements demandent de la patience, mais ils sont possibles à tout âge et dans toute famille. Maintenant, je voudrais vous inviter. Partagez vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu que trop de sollicitude a créé de la distance ou qu'un non posé avec amour a amélioré votre relation? Votre point de vue, vos histoires peuvent encourager d'autres parents à faire le même pas. Et si vous trouvez ces réflexions précieuses, aidez à les diffuser. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec des amis ou des proches qui se posent les mêmes questions. Car le changement commence rarement par de grands gestes, mais par de petites décisions. Si vous commencez aujourd'hui, un ton différent s'installera déjà demain dans votre famille. Un ton porté par le respect, la légèreté, la vraie proximité. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seulement mère ou père. Vous êtes une personne autonome, précieuse et unique. Qui se respecte soi-même est aussi respecté par les autres. C'est ainsi que naît le genre d'amour qui n'étouffe pas, mais porte silencieusement, fortement et durablement. Que vos jours à venir soient remplis de cet amour. Et puissiez-vous expérimenter que même de petits pas peuvent déplacer de grandes choses.